Deuxième Guerre mondiale, août 1944. 4 navires de la flotte alliée sombrent mystérieusement dans la Manche. Parmi les rares survivants, personne n'a compris ce qui a pu se produire. On a tous été surpris par l'explosion. Un demi-siècle plus tard, le mystère est enfin éclairci. Rendu indétectable grâce à une innovation technique originale, le premier sous-marin furtif de l'histoire croisait dans ses eaux. C'est une découverte absolument exceptionnelle. Le premier sous-marin furtif au monde relève d'une technique d'armement restée secrète jusqu'à nos jours. Fin 1944, en pleine débâcle du Troisième Reich, sa conception était une véritable prouesse. En 1998, des pêcheurs découvrent sa trace dans la Manche, à 24 km au large de l'île de Wight. Leur chalut se prend dans une épave non mentionnée sur les cartes marines. Après le débarquement de 1944, des convois importants naviguaient dans ces eaux en vue de la libération. Ils ignoraient tout de l'existence de l'U-480, le premier sous-marin furtif au monde. La découverte des pêcheurs attire immédiatement les chasseurs d'épaves. À 55 mètres de profondeur, ces derniers trouvent un sous-marin allemand qui ne ressemble à aucun autre. La mystérieuse épave provoque l'intervention des plus célèbres experts en sous-marins. Mais le site est dangereux. Le sous-marin repose dans une zone de la Manche où, selon les archives officielles, il n'existe pas d'épave de sous-marin allemand. Plonger dans la Manche, c'est très dangereux. Il y a des courants violents et la visibilité sous l'eau est souvent réduite à 2 ou 3 mètres. La puissance du courant fait dériver les plongeurs de plusieurs mètres en quelques secondes. L'inversion des marées offre les seuls moments d'accalmie permettant de travailler en toute sécurité. L'historien Innes McCartney a déjà exploré de nombreuses épaves de sous-marins. Cette fois, il s'attend à trouver quelque chose d'exceptionnel. Quand on plonge sur un sous-marin, on détermine d'abord sa nationalité et son âge. En abordant l'épave par bâbord, j'ai aperçu le kiosque et je me suis dit, c'est un modèle tardif, de la série 7. Les sous-marins de type 7C étaient les plus fabriqués au monde. Le Troisième Reich en a envoyé près de 700 au combat. Malgré sa détérioration, le périscope présente les caractéristiques propres aux sous-marins de ce type. C'est un périscope aérien. Il porte encore le miroir qui permettait de scruter le ciel à la recherche d'avions ennemis. C'est émouvant de penser qu'un homme d'équipage a dû l'utiliser jusqu'au dernier moment. Les sous-marins de type 7C étaient très courants, mais celui-ci a la coque extérieure recouverte d'un revêtement inconnu. Au premier coup d'œil, cette gangue qui épouse la forme de l'acier paraît lisse et uniforme. Mais des plaques souples s'en détachent çà et là. Leur texture proche du caoutchouc donne une indication sur l'identité du submersible.
Ce qui m'a surpris, c'est le revêtement en caoutchouc. Cela ne pouvait être que le U-480, le seul sous-marin à coque revêtu de caoutchouc, à opérer dans la Manche et à n'être jamais revenu. L'efficacité hors pair du sous-marin U-480 reposait sur une technique de camouflage mise au point peu de temps auparavant. Pendant l'été 44, alors que le contrôle aérien et maritime de la Manche était aux mains des Alliés, un danger inconnu menace le renfort des troupes engagées dans la bataille de Normandie. Ignoré de tous, l'attaquant cause de nombreuses victimes et sa cape le rend indétectable. Comme au début du conflit, quand il sévissait dans l'Atlantique, les sous-marins allemands sèment à nouveau la terreur. Dans l'offensive ouest lancée par Hitler en 1940, l'arme sous-marine est d'une importance décisive. Parce qu'ils chassent en groupe, on les surnomme les loups gris. En 1940, il coule 2,5 millions de tonnes de cargaison alliée. La plupart des hommes à bord de ces navires n'ont aucune chance d'en réchapper. Et ils se noient par milliers dans l'Atlantique. Les Anglais sonnent l'alarme. Si les attaques se poursuivent, il leur sera bientôt impossible de ravitailler leurs troupes. Il faut contre-attaquer de toute urgence. Winston Churchill, le Premier ministre britannique, exige des moyens de riposte, quel qu'en soit le prix. La première mesure destinée à protéger les navires consiste en l'achat de plusieurs centaines d'hydravions américains de type Catalina. Ils escortent les convois, tiennent les sous-marins ennemis à distance et contraignent les meutes de loups allemandes à de longues périodes d'immersion. Sous l'eau, les Britanniques traquent l'ennemi en émettant des ondes sonores. Connu sous le nom de guerre ASDIC, l'ancêtre du sonar envoie des sons vers le fond marin et détecte les pings, renvoyés par l'épaisse coque d'acier des submersibles. Cette innovation technique rend les sous-marins plus faciles à localiser et à attaquer. Les chasseurs deviennent des proies et l'espérance de vie des sous-mariniers diminue considérablement. Plus de la moitié des troupes rassemblées ici n'a jamais revu la terre ferme. En 1944, le nombre de sous-marins allemands engagés au front avait déjà considérablement baissé. Malgré cela, le commandement de la flotte sous-marine allemande a pu envoyer 36 sous-marins dans la Manche au moment du débarquement. Face à cette poignée de vaisseaux, les Alliés avaient les moyens de rassembler plus de 1000 navires dans la Manche, dont plusieurs centaines étaient exclusivement dévolus à la lutte contre les sous-marins allemands. L'efficacité de la riposte alliée pousse les Allemands à réagir. Pour contrer la menace aérienne, ils inventent le Schnorchel. Ce dispositif permet d'alimenter l'équipage et les moteurs diesel du sous-marin en oxygène sans avoir besoin de faire surface. Mais le Schnorchel ne peut pas protéger les nouveaux sous-marins contre le sonar. Le jeune lieutenant de marine Hans-Joachim Förster s'illustre en équipant le sous-marin le plus moderne de la flotte d'un revêtement innovant. Il est censé absorber les ondes émises par le sonar au lieu de les renvoyer. Le procédé est baptisé Alberich, du nom d'un personnage de la légende des Nibelungen, capable de se rendre invisible.
Parmi les commandants de la flotte sous-marine allemande, Förster passe déjà pour un vieux loup de mer. Il n'a que 24 ans, mais a fait preuve d'un sang-froid exemplaire lors de nombreuses missions. Après tant d'années, nous avons retrouvé un membre de l'équipage de Förster. À l'époque, Horst Rössner était barreur. Förster réagissait au quart de tour. Il était généreux, il avait le sens de l'humour, mais il faisait régner la discipline. Personne n'était là pour en faire à sa tête. Non, absolument pas. Mais c'était un chic type, oui. Les 47 sous-mariniers du lieutenant Förster sont bien entraînés et solidaires. Au début du mois d'août 1944, l'U-480 reçoit l'ordre d'appareiller. Grâce au Schnorchel, Förster espère pénétrer dans la Manche incognito. Le vaisseau fantôme part en chasse. À 60 mètres au-dessus du sous-marin, le trafic est dense. Les convois seraient une proie facile s'il n'y avait les navires de guerre et les avions pour les protéger. Les bateaux escortes se fient à leur vigie et à leur sonar. Malgré son camouflage, l'U-480 se mettrait en danger en précipitant l'attaque. Les torpilles doivent être tirées à faible profondeur, or le sous-marin est d'autant plus vulnérable qu'il est proche de la surface. 20 Grad. Backbord vorne. 1000 Meter. Le 21 août 1944, 18 jours après avoir quitté sa base, l'U-480 capte les bruits d'hélice de la corvette canadienne Alberni. Il a débusqué une proie à sa portée. Un navire croisant en solitaire. Le commandant balaie le ciel à la recherche d'avions. Rien en vue. C'est l'occasion rêvée pour passer à l'attaque. Förster monte dans la tourelle de commandement, suivi du barreur Horst Rössner, qui est chargé de gouverner le sous-marin. Tout le monde peut barrer, mais réagir au quart de tour et réfléchir aussi vite que le commandant, ça, il n'y avait que moi qui en étais capable. LI, Boot auf Seerotiefe halten. Förster repère sa cible et passe à l'attaque. LI, genau auf Tiefe halten das Boot. Pour déjouer les micros sous-marins ultra sensibles de la corvette, tous les ordres sont chuchotés. En s'appuyant sur les parois, les membres d'équipage inclinent prudemment le sous-marin en position de tir. La torpille progresse silencieusement vers sa cible. L'équipage de la corvette ne se doute de rien. Après tout, elle n'effectue qu'une mission de routine. Frage Laufzeit. Frage Laufzeit. 5 Sekunden. 5 Sekunden. La tête explosive de 280 kg met exactement 79 secondes à atteindre sa cible. Erster Torpedo, Treffer, Achter. Le 21 août 1944, peu avant midi, l'Alberni coule avec 90 hommes d'équipage à quelques kilomètres seulement des côtes britanniques. Il était presque l'heure du déjeuner. On avait appelé les cuistots à la cuisine. On servait le rhum. L'officier de quart et le barreur étaient assis à côté de moi. J'étais en bout de table. J'ai pris mon grog et j'ai bu une gorgée. Soudain, il y a eu une explosion.
En un instant, on s'est retrouvé à l'eau. Ce qui était curieux, c'est que je n'ai vu personne. Personne ne sortait par les hublots ou du pont du Metz. L'U-480 replonge immédiatement après l'explosion, tandis que 59 membres d'équipage de l'Alberni se noient en l'espace de 30 secondes. Le bateau a coulé immédiatement, comme une pierre, avec tous nos gilets de sauvetage. La proue était dressée vers le ciel et la poupe était dans l'eau. Voilà comment je l'ai vu quand j'ai refait surface. Puis il s'est enfoncé dans la mer. Quand j'ai refait surface, il n'y avait plus de bateau. Il avait coulé à pic. La survie de 41 membres d'équipage relève du miracle. Frank Williams, l'opérateur sonar, fait partie des rescapés. On n'a rien vu venir. Il n'y avait pas d'écho radar, pas de signal ASDIC. Rien n'indiquait la présence d'un sous-marin dans les parages. L'énigme du naufrage de l'Alberni ne sera élucidée qu'après la guerre, en comparant son journal de bord avec celui de l'U-480. Le lieutenant Förster, tout comme son adversaire, le commandant Bell, consignaient scrupuleusement toutes leurs actions par écrit. Le Canadien rescapé du naufrage fait son rapport à l'amirauté en ces termes. I have the honor to report that on the 21st of August 1944, at 11:46, an underwater explosion occurred in the proximity of the engine room, which caused the Alberni to sink. Le même jour, le lieutenant Förster écrit 11:43 Uhr, nach 1 Minute, 19 Sekunden, Torpedoaufschlag und Detonation. Les deux témoignages coïncident. L'U-480 disparaît par 40 mètres de fond à toute allure. Dans son journal de bord, Förster exprime maintes fois sa crainte d'être repéré et touché par des grenades sous-marines malgré son camouflage. La cape d'invisibilité n'a en effet jamais été mise à l'épreuve en situation de danger réel. Pendant des journées entières, l'U-480 reste tapi au fond de la mer. La nuit, le vaisseau est alimenté en air frais grâce au schnorchel et il se déplace furtivement. On est descendu en déplacement furtif et on s'est posé tout doucement. On s'en est tiré à bon compte. Le caoutchouc nous avait sauvés. Dans les profondeurs de la Manche, l'U-480 est à l'affût de sa prochaine cible. Son attente est couronnée de succès. En l'espace de 4 jours, l'U-480 coule 4 navires alliés. À la corvette canadienne Alberni succèdent le démineur anglais Loyalty et les cargos Orminster et Foriel. Au total, 14 000 tonneaux de jauge brute sont envoyés par le fond en moins d'une semaine. Oui, c'était l'enthousiasme. C'est bien naturel. On était contents. Les moyens actuels permettront-ils de reconstituer l'itinéraire de chasse de l'U-480 ? Guidée par les indications des 2 journaux de bord, l'expédition de scientifiques se met en route dans l'espoir de localiser toutes les proies du sous-marin furtif. Un équipement coûteux est mis en œuvre. En quelques heures à peine, un scanner équipé d'une échosonde dessine le relief du fond marin. Première étape, l'Alberni.
La découverte de l'épave remonte à 10 ans, mais qu'en reste-t-il aujourd'hui? Le fond marin est scanné de nuit et les plongeurs interviennent en journée. Au bout de quelques jours, les 4 cibles de l'U-480 sont repérées et représentées en 3 dimensions. L'Alberni, le Loyalty le ravitailleur Fort Yell et le cargo Orminster. Endommagés par la corrosion et les chaluts de pêche au cours des dernières années, les 4 épaves commencent à se désagréger. Alignées telles les perles d'un collier, elles reposent au fond d'une voie maritime très fréquentée. « 11 septembre 1944. Au cours de son repli au large de l'Irlande, le lieutenant de marine Förster brise le silence radio en communiquant son tableau de chasse au commandant de la flotte sous-marine allemande. Pour éviter que les services de renseignement britanniques ne comprennent son message, il a préalablement codé son texte à l'aide d'une machine à crypter, l'Enigma. À l'aide d'un tableau de connexion actionnant plusieurs rotors, chaque lettre de l'alphabet peut faire l'objet de millions de combinaisons possibles. Chaque jour, les tableaux de connexion et les rotors sont réglés différemment selon un schéma convenu un mois auparavant et tenu secret. Le quartier général des sous-marins allemands utilise une énigma du même type pour le décryptage, si bien que le message radio est rapidement décodé. Les Allemands ont une foi aveugle dans leur système de cryptage. D'après eux, aucun cerveau humain n'est en mesure de le décoder. Förster remet son texte codé à l'opérateur radio. Förster informe qu'il a passé 40 jours sous l'eau et que le nouveau sous-marin a bien fonctionné tant au niveau du revêtement Alberich que de la nouvelle torpille autonome guidée par les bruits d'hélice émis par sa cible. Les Britanniques interceptent la totalité de ce message. Contrairement à ce que pensent les Allemands, ils sont capables de décoder le cryptage de l'Enigma depuis 1941. Mais le nom de code Alberich est un mystère pour les services de renseignement britanniques qui se demandent à qui ou à quoi se rapportent les éloges de Förster. La comparaison des cibles communiquées par l'U-480 et des pertes effectives subies dans la Manche au cours de cette période a démontré que les exploits de l'U-480 n'ont pas été exagérés, mais qu'ils correspondaient exactement à la réalité. La quantité de vaisseaux coulés prouve aussi que l'Alberich constituait une parade efficace à la détection sous-marine des Britanniques. Toutes les cibles de l'U-480 du mois d'août 1944 se situent sur une route de convoi reliant l'Angleterre à la France. Mais pourquoi le taux de réussite des torpillages est-il si élevé? Et surtout, pourquoi leurs cibles ont-elles coulé si vite? Les témoignages des survivants permettront peut-être de faire avancer l'enquête. Nous faisons route vers la zone centre de la Manche. Nous voulons inspecter les 4 victimes du U-480 pour évaluer leur état au scanner. Malheureusement, ces épaves sont situées dans les voies de navigation. Il y a le rail descendant pour le trafic vers l'ouest et le rail montant pour le trafic vers l'est. Les épaves du Loyalty et de l'Orminster sont situées en plein dans le rail montant. Vous voyez ces identifiants verts, ce sont les navires qui font la queue pour entrer dans la zone de séparation de Douvres. Pour un plongeur, ça n'est pas rassurant. Ce sont de gros navires qui se déplacent à 20 ou 30 nœuds. Ils apparaissent soudain à l'horizon et disparaissent aussi vite.
L'historien Innes McCartney a identifié l'épave de l'Alberni il y a une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, une expédition de plongée lui permettra peut-être de découvrir pourquoi l'Alberni a coulé en quelques secondes. Par 72 mètres de fond et avec un courant violent, la plongée n'est pas sans risque. C'est très étrange de passer brutalement de la lumière à l'obscurité quand on suit son coéquipier en plongeant. On est rassuré quand il allume sa torche. Et on est vraiment soulagé quand on aperçoit l'épave. Il est très facile de passer à côté, d'arriver au fond et d'avoir plongé pour rien. Voici des grenades sous-marines. Elles sont inertes à présent, mais elles étaient mortelles. On aperçoit des objets qui ont appartenu aux membres de l'équipage, des brassières de sauvetage. C'est très émouvant de les voir au milieu de l'épave. Des bancs de poissons ont élu domicile dans cette structure. C'est une belle épave. Même le canon est resté en position, comme à l'instant du naufrage. En remontant vers la poupe, on mesure l'ampleur des dégâts causés au navire. Il y a tout un pan de la coque qui manque. L'ampleur des dégâts permet de comprendre pourquoi l'Alberni a sombré aussi rapidement. Les Allemands disposaient d'un nouveau type de torpille particulièrement destructeur. Équipées d'un capteur acoustique, ces torpilles suivaient le bruit émis par l'hélice avant de toucher leur cible. Stevenson en trouve la confirmation au niveau de la poupe. Il s'agit incontestablement de l'impact d'une torpille dans l'hélice. Parce qu'elle générait un bruit considérable, l'hélice était le talon d'Achille des navires. Les torpilles acoustiques de l'U-480 étaient donc capables de mettre rapidement un navire hors de combat. Mais d'autres interrogations demeurent. Comment un sous-marin allemand a-t-il pu couler 4 navires de guerre alliés pendant l'été 44 dans une zone maritime placée sous haute surveillance sans se faire repérer? De toute évidence, son revêtement le rendait indétectable. Mais comment fonctionnait-il? Les plongeurs s'apprêtent à le découvrir. Sous le dépôt de sédiments qui s'est formé au cours des 50 dernières années, il découvre une couche de caoutchouc quasiment intacte. La cape d'invisibilité de l'U-480. D'après son journal de bord, le lieutenant Förster se sentait en parfaite sécurité avec ce dispositif. Il savait pourtant qu'après la perte de 4 navires, les Alliés allaient tout mettre en œuvre pour l'éliminer. L'approche de chasseurs de sous-marins l'auront inquiété plus d'une fois. Mais son camouflage le protégeait tant qu'il restait immobile. U-480, journal de bord, le 25 août 1944. Patrouille par sonar jusqu'à 22 heures, écrit Förster. Il entend les bruits de pistons de chaque navire, auxquels s'ajoutent les sons menaçants émis par les Britanniques. Mais le camouflage fonctionne. Un jour, un destroyer est passé juste au-dessus de nos têtes et n'a pas remarqué notre présence. Mais il y a les grenades sous-marines. Chaque grenade sous-marine était enregistrée par l'opérateur radio. Et on en a essuyé 92, pas moins. Les poursuivants lancent des grenades sous-marines au hasard. Une seule grenade nous a endommagés. Mais c'était sans doute un pur hasard.
Les dégâts sont minimes. Ce ne sont pas les grenades sous-marines qui mettront l'U-480 hors d'état de nuire. Et pour l'heure, le vaisseau est toujours protégé par son camouflage. Jusqu'à la fin du mois d'août 1944, les poursuivants ne s'expliquent toujours pas comment le sous-marin chasseur parvient sans cesse à leur échapper. Le nom de code Alberich, intercepté par la surveillance radio, serait-il la clé de ce mystère? Dans un premier temps, l'amirauté britannique suppose qu'Alberich est un bouclier anti-grenade. Leur deuxième hypothèse, Alberich est un système de propulsion secret permettant de puissantes accélérations. Poursuivant leurs investigations, les Anglais tombent enfin sur l'opéra de Wagner, dans lequel le personnage d'Alberich se rend invisible grâce à sa cape. Cette troisième hypothèse sera la bonne. Le sous-marin est recouvert d'une couche de caoutchouc qui absorbe les ondes de leur sonar ASDIC. En 1944, les appareils de détection de sous-marins utilisés par les Alliés émettaient dans une gamme de fréquences allant de 9 à 17 kHz. Et le camouflage Alberich avait précisément été mis au point pour cette gamme. Pendant des années, l'ASDIC et la surveillance aérienne ont tenu les meutes de loups allemands en échec. À présent, en 1944, la situation connaît un revirement dangereux. Combien de temps faudra-t-il aux Allemands pour tirer profit de leur nouvelle technologie et combien de sous-marins pourront-ils construire avant la chute du Troisième Reich? Toute la question est là. Les Britanniques ignorent évidemment à quel point cette gangue de caoutchouc donne du fil à retordre à leur ennemi. Le revêtement se compose de deux couches. La première est lisse, la deuxième perforée. L'astuce réside justement dans ces alvéoles. C'est un épais revêtement en caoutchouc percé de trous. Ce sont ces bulles, d'une taille spécifique, qui absorbent les signaux de l'ASDIC dans une certaine fréquence. Quand les signaux de l'ASDIC frappent le revêtement en caoutchouc, ils sont absorbés et n'atteignent donc pas la coque en métal, responsable de l'effet d'écho. Mais recouvrir la coque anguleuse d'un sous-marin de plaques de caoutchouc est loin d'être aisé. Pour se faire une idée de la besogne, Inès McCartney et Axel Nisslé se rendent à Kiel sur la côte baltique allemande. Un sous-marin de type 7 y est exposé, dépourvu toutefois de camouflage. À mon avis, sur les sous-marins de type Alberich, toutes les surfaces planes étaient recouvertes de caoutchouc, à l'exception du pont du kiosque et des écoutilles. C'est exact. Même les capots des canons étaient recouverts du revêtement Alberich, parce que toutes les surfaces planes réfléchissent les impulsions. La pose du revêtement Alberich sur la coque du navire était une procédure très complexe. La couche de caoutchouc devait être appliquée très lentement, sinon elle risquait de se décoller facilement. La moindre erreur dans le processus de collage pouvait être fatale pour tout le système. Un seul pan de caoutchouc décollé pourrait donc être fatal. Et l'U-480 en fait l'expérience dès ses premières manœuvres dans la Manche. Le sous-marin racle le fond pierreux et une ou plusieurs plaques de caoutchouc se détachent. Pour des appareils d'écoute sous-marine, le bruit provoqué par cet accrochage est perceptible à des kilomètres. Privé de camouflage, l'U-480 offre une cible facile pour les grenades sous-marines ennemies. Mais le sous-marin est déjà hors de portée des navires alliés. Le retour à la base navale en Norvège se passe sans incident. Là-bas, le vaisseau et l'équipage seront remis d'aplomb pour la prochaine mission.
Le 4 octobre 1944, à 8 h du matin, Förster et ses hommes atteignent sains et saufs les abris de sous-marins de Trondheim. C'est un véritable triomphe. Les services secrets britanniques apprennent par les actualités allemandes que Förster est décoré pour son héroïsme dans la Manche. L'événement redore le blason d'un Troisième Reich en pleine débâcle. Horst Rössner est soulagé d'être rentré à bon port et se réjouit à la perspective de quelques jours de permission. Le plus beau moment de cette mission, ça a été notre retour, quand on est entré dans le fjord. On avait hissé nos pavillons, 2 pavillons rouges qui correspondaient aux navires de guerre. Et les bateaux de commerce ont mis leur drapeau en berne pour nous saluer. On a répondu à leur salut et on est entré dans le bunker de sous-marins. On avait de superbes barbes. On ressemblait tous à Jésus. C'était merveilleux. C'était le plus beau moment de ma mission sous-marine, le retour. À Trondheim, le sous-marin U-480 est remis en état. Bien qu'ils doivent rester à terre pour suivre une formation, Rössner a tout de même l'intention d'embarquer, jusqu'à ce qu'une curieuse information le fasse changer d'avis. C'est vraiment une drôle d'anecdote. En bref, j'ai eu la vie sauve grâce à 2 femmes. Ça va vous paraître ridicule, mais bon. Je suis rentré de permission et l'opérateur radio me dit « Tu sais ce qui s'est passé? 2 femmes sont montées à bord. » J'en suis resté bouche bée. Oui, me dit-il, une infirmière de la Croix-Rouge et une secouriste de la marine. Il faut savoir que les sous-mariniers sont des gens superstitieux. Et d'après nous, toute personne n'étant pas en mesure de pisser par-dessus le bastingage n'a rien à faire dans un sous-marin. Prenant cette visite comme un mauvais présage, Rössner part en formation plutôt que de reprendre la mer. Il comptera parmi les rares survivants de l'équipage de l'U-480. La première mission dans la Manche avait démontré l'efficacité du nouveau système de camouflage. À présent, Förster doit enrichir son tableau de chasse. L'U-480 est équipé de nouvelles torpilles acoustiques destinées à semer encore plus la terreur dans la Manche. En janvier 1945, il quitte le port de Trondheim pour une nouvelle mission. Le 19 janvier 1945, les Alliés interceptent un message radio crypté. Förster a pour ordre d'attaquer les convois de ravitaillement américains en route pour Cherbourg. Förster est confiant. Il repart en territoire connu. À peu près au même moment, des navires de guerre britanniques coulent un sous-marin allemand dépourvu de camouflage. Les Alliés croient à tort avoir supprimé le redoutable sous-marin furtif. Au cours de cette attaque, un morceau de caoutchouc blanc est remonté à la surface. C'est ce détail qui a conduit la commission des opérations de l'Amirauté à penser qu'ils avaient coulé le U-480, parce que l'on savait qu'il était couvert de caoutchouc. Pendant 50 ans, cette méprise trompera aussi les historiens qui s'accordent à penser que l'épave du sous-marin furtif gît au large des îles Sahéli. Jusqu'au jour où un pêcheur découvre le site réel de l'U-480 près de l'île de White. Le sous-marin était donc toujours en chasse au début du mois de février 1945. Förster et son équipage prennent position sur la route des convois, parés pour une nouvelle attaque. Ils ignorent ce qui se passe autour d'eux. Toute communication radio nécessite de faire surface, ce qui les mettrait en danger. Förster ignore aussi que tous les messages de son commandement sont interceptés et systématiquement décodés. Bletchley Park, la centrale d'écoute britannique au nord-ouest de Londres. C'est ici que tous les messages radio ont été décryptés et traduits.
Conçu pour casser le code de la fameuse machine à crypter Enigma, cet appareil appelé la bombe est le précurseur des ordinateurs actuels. Il permettait, après une vingtaine d'heures de calcul, de décrypter chaque message émis par l'U-480 ou par son commandement. Parfois, les Anglais avaient même un temps d'avance sur les Allemands. L'amirauté britannique était donc parfaitement informée des intentions de l'ennemi. Plus de 50 messages radio émis ou reçus par l'U-480 ont été conservés à Bletchley Park avant d'être transférés aux archives nationales britanniques. Le dernier date de janvier 1945. Ces messages radio ont trahi l'U-480. Le plan de Förster consistait à se mettre en embuscade près d'une vieille balise marquant les routes de navigation et d'attendre qu'une proie s'approche. Le sous-marin devait d'abord se positionner près d'une bouée de navigation située sur la route présumée des convois. Là, il pouvait se poser sur le fond, sans risquer de dériver, et attendre le prochain convoi. Quand il l'entendait venir, il ne lui restait plus qu'à remonter en position de tir, à lâcher ses torpilles et à retourner se poser au fond. Pour Förster, cette tactique était infaillible. Il était naturel pour un jeune commandant de sous-marin qui venait d'effectuer une patrouille couronnée de succès de repartir chasser dans la zone qu'il connaissait bien. Il retourne vers la route des convois qu'il avait suivie quelques mois plus tôt. Mais la situation avait changé. L'explication du naufrage de l'U-480 est restée cachée dans les archives pendant 60 ans. Les documents jusqu'alors top secrets n'ont été déclassifiés qu'à l'occasion de notre tournage. Aux archives britanniques de la marine de Portsmouth, les historiens tombent sur le document clé de l'énigme. Cette carte illustre le piège tendu à l'U-480 et aux autres sous-marins. En janvier 1945, les Anglais mettent le plan Brasier à exécution en déployant des champs de mines le long de l'itinéraire habituel des convois. Pour accroître l'efficacité de leur piège, ils ont recours à différents types de mines. Certaines sont amorcées par contact, d'autres sous l'effet du champ magnétique émis par le sous-marin au cours de son approche. Leurs propres navires et convois ont bien sûr été discrètement déviés. Les Alliés ont modifié la route de leur convoi vers Portsmouth et posé des mines sur la route initiale, en laissant les bouées de chenal en place. Förster tombe dans le piège. L'accalmie du trafic le laisse perplexe. Faire surface pour en avoir le cœur net lui est impossible. Il serait une cible facile pour l'armée de l'air britannique. Il ne lui reste plus qu'à naviguer de nuit d'une balise à l'autre en se fiant à son camouflage. Il est loin de se douter qu'il pénètre dans des champs de mines. L'expédition de plongeurs espère trouver des indices ou des preuves d'un impact de mine sur l'épave de l'U-480. L'image en 3 dimensions a déjà révélé un sérieux dommage au niveau de la poupe dû à un impact. Effectivement,
les plongeurs trouvent la preuve qu'une mine est bien à l'origine de la mort de Förster et de ses 47 hommes d'équipage. On constate un impact effrayant dans la coque sur tribord arrière, comme si on avait enfoncé un tournevis dans une canette de soda. La dépression brutale dans la coque a projeté des tonnes d'eau dans le sous-marin. En quelques secondes, il est perdu. On imagine avec horreur les dernières secondes d'un sous-marin en temps de guerre. « 230 kg d'explosifs contre à peine 2 cm d'acier. L'équipage n'a aucune chance d'en réchapper. À Kiel, au pied du monument aux morts de la marine, le plongeur d'épave Innes McCartney rencontre Urs Rössner, le seul membre de l'équipage de l'U-480 toujours vivant. Le plongeur lui montre l'endroit où ses camarades ont trouvé leur dernière demeure et lui décrit l'aspect actuel du sous-marin. Les autorités britanniques nous ont expliqué qu'il avait coulé à cet endroit, dans un champ de mines. Voici un morceau du revêtement Alberich que nous avons découvert sur le fond, à côté du sous-marin. On voit bien les perforations caractéristiques de ce revêtement. Voici le tube lance-torpille arrière. On voit le trou provoqué par l'explosion de la mine qui a enfoncé la paroi. C'est par ici que l'eau s'est engouffrée dans le sous-marin. Voir ces photos sous-marines, c'est absolument inouï. Si je raconte ça à mes amis, on va me prendre pour un fou. Mais si je dis que le plongeur qui a pris ces photos est venu me les montrer, on me croira sur parole. À Möltenort, près de Kiel, un mémorial rend hommage aux 30 000 sous-mariniers allemands morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les membres d'équipage de l'U-480, le sous-marin que les Anglais pensaient avoir envoyé par le fond le 24 février 1945, figurent sur cette liste de noms. Tous, à l'exception d'Urs Rössner, qui comptait rembarquer à Trondheim, mais s'était ravisé in extremis, en apprenant que 2 femmes étaient montées à bord. S'il n'avait pas été superstitieux, son nom figurerait également sur cette plaque. Je les vois devant moi. Quand j'évoque ces noms, c'est comme si je les sentais près de moi. On a partagé les joies et les peines. On a connu des moments difficiles, mais aussi de bons moments. On ne vous oubliera jamais. Pas tant que je serai en vie. Vous avez fait votre devoir. Malheureusement, au nom d'un criminel. Les morts alliés restent eux aussi dans les mémoires. Je revois ce drame en rêve quelquefois, comme si j'y étais. Mais cela ne dure pas, heureusement. Au début, c'était très difficile. Mais maintenant, ça va. On ne peut pas y penser tout le temps. C'est arrivé à beaucoup d'hommes qui ont fait la guerre.
60 ans après le naufrage de l'U-480, des plongeurs et des historiens ont percé le secret de sa disparition. 11 sous-marins furtifs ont été construits en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. Au cours de leur mission, pas un seul d'entre eux n'a été détecté par sonar. Dans le cas de l'U-480, c'est une ruse de guerre qui a eu raison d'une invention technique qui perdure aujourd'hui encore dans les avions et les navires furtifs. Ces 48 hommes d'équipage ont été les premiers à tester cette innovation, mais leur mission s'est achevée dans la mort. La découverte de leur dernière demeure aura au moins permis d'élucider leur fin tragique. Dans un instant, l'histoire du Concorde, comment il décolla et pourquoi il prit du plomb dans l'aile.